Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 20h de ce samedi 26 mai. La fête des mères, c'est demain dimanche. Les épouses de militaires, gendarmes et policiers ont célébré l'événement avec la première dame de Côte d'Ivoire venue leur apporter son soutien. Elles ont partagé ce moment de joie aujourd'hui samedi au camp d'Akwedo. Le Premier ministre a installé la commission de la concurrence. Elle est chargée de veiller sur le marché, de déceler les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient nuire à la sécurité des affaires en Côte d'Ivoire. Elle peut être saisie par tous les opérateurs économiques. En culture ce soir, nous nous intéressons à Laoussi, une musique très en vogue dans la région du Moronou. On trouve plusieurs groupes de ce genre musical dans une douzaine de villages. Leurs chansons retracent en général le pittoresque et l'art de vivre dans le Moronou. Et puis en Ouganda, 48 personnes, dont 16 enfants, sont décédées dans un accident de la circulation. La Croix-Rouge locale annonce qu'un tracteur roulant feu éteint, un bus et un camion sont entrés en collision sur une route du nord du pays. Merci de vous informer sur RTI 1. Après une trentaine de minutes d'actualité nationale et internationale, ce sera la page culture et nous faisons un gros plan ce soir sur la littérature ivoirienne. Qu'elle relève pour ce domaine particulièrement important. Pour en parler, le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain Seydou Gounia. Bonsoir Monsieur Gounia. Bonsoir Madame. Alors nous vous retrouvons tout juste après le point de l'actualité. Merci. À tout à l'heure. Toutes les mères seront célébrées demain, dimanche 27 mai. Mais aujourd'hui déjà, la première dame de Côte d'Ivoire était avec les épouses des militaires, gendarmes et policiers. C'est dans l'allégresse qu'elles ont célébré ensemble cette fête des mères au camp militaire d'Akwedo. Viviane Aïma. La célébration de cette édition 2018 de la Fête des Mères par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait un caractère tout spécial. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a accueilli la première dame de Côte d'Ivoire à son arrivée au nouveau camp militaire d'Akwedo, le plus grand camp militaire de Côte d'Ivoire, n'a pas manqué de saluer la présence pour la toute première fois d'une première dame dans un camp militaire pour célébrer les épouses des hommes en armes. Pour leur part, venues de partout en Côte d'Ivoire, elles étaient près de 4000 épouses de militaires, gendarmes et policiers, heureuses d'être célébrées par la première dame de Côte d'Ivoire. 300 parmi elles devaient recevoir leur chèque FAFSI qui va leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Sans compter les grandes quantités de vivres et non-vivres, dont 4000 complets pagnes Uniwax, du matériel agricole, du matériel de coiffure, de couture, des glacières et bien d'autres dons en nature, plus une enveloppe de 10 millions de francs pour les épouses de militaires, une enveloppe de 5 millions de francs pour les épouses des gendarmes et 5 millions de francs pour les épouses des policiers, soit une valeur totale de 222 500 000 francs pour l'ensemble des dons. Joie de célébrer cette fête des mères avec la première dame. L'ambiance était à la réjouissance entretenue par des prestations d'artistes qui ont fait lever plus d'une. La présence de la première dame au camp d'Akwedo a marqué les esprits. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un rassemblement d'hommes en armes sur cette place d'armes du 1er bataillon d'infanterie, mais plutôt d'une assemblée féerique où rivalisent beauté, grâce et sensualité à l'occasion de la fête des mères. Oui, nous sommes ravis, chère maman, chère épouse, de vous accueillir au sein de la caserne militaire la plus prestigieuse de notre pays. Maman Dominique Ouattara, nous pouvons affirmer aujourd'hui que votre présence effective parmi nous nous fait ressentir cette joie qui est comparable à celle d'une mère qui vient de connaître la délivrance de l'accouchement. L'ensemble des épouses des FDS voudrait vous signifier que sa délivrance passe par son autonomisation que vous avez accepté d'opérer.
Madame la Première Dame, grâce à vous et à votre dynamisme, équipe, nous avons pu bénéficier gratuitement d'une formation pour nous apprendre à gérer efficacement une activité génératrice de revenus. Nous avons été formés à la gestion du budget familial, à la gestion comptable simplifiée d'une activité, au suivi de notre activité au quotidien. Madame la Première Dame, nous pouvons vous affirmer que cela nous a fait énormément de bien et nous sommes désormais bien armés pour utiliser correctement l'argent que vous mettez à notre disposition. Même leurs époux, militaires, gendarmes et policiers, n'ont pas voulu demeurer en reste. Je remercie tout particulièrement Madame la Première Dame, Maman Dominique Ouattara, notre mère à tous, qui a bien voulu prendre en compte nos épouses dans le programme du Fonds d'appui aux femmes du Côte d'Ivoire, FAFSI. Ministre de tutelle de la célébration de la fête des mères, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Marietou Koné, a exprimé la reconnaissance de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Maman Dominique, merci pour le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Merci pour l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Merci pour le centre d'accueil pour les enfants victimes de traite de Soubré. Madame la Première Dame, je vous prie très respectueusement de transmettre à votre cher époux, son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, la grande reconnaissance et la profonde admiration de toutes les femmes, de toutes les mamans de Côte d'Ivoire pour son engagement personnel dans la promotion de leurs droits et leur bien-être. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a mis en avant, quant à lui, les retombées bénéfiques de cet énième acte de générosité de la Première Dame. Madame la Première Dame, oui, la vie des corps habillés est difficile. La vie du militaire est dure. La vie du gendarme est dure. La vie du policier est dure. Mais la vie de leur épouse est encore plus dure. C'est pourquoi cette cérémonie, madame, a trop de sens pour nous. Que vous acceptiez de venir ici, leur donner un peu de joie, un peu d'appui, un peu de soutien, que Dieu Tout-Puissant vous le rende au centuple. Je veux vous demander, parce que le chef de la famille, c'est le chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, je vais vous demander d'accepter, au-delà de votre présence ce jour, au-delà du parrainage de cette cérémonie, de l'attention à l'association des femmes des militaires, des gendarmes, des policiers, d'accepter d'être la maman du soldat de Côte d'Ivoire. Ainsi, je suis sûr que vous serez notre avocat auprès du président, auprès du Premier ministre, auprès de tous les membres du gouvernement, auprès des institutions internationales qui vous font confiance pour nous aider à améliorer le quotidien des militaires, des policiers et des gendarmes. Si la Première Dame est venue les bras chargés de dons, la première maman de Côte d'Ivoire qu'elle est a aussi reçu des présents offerts par ses filles et sœurs, épouses des militaires, gendarmes et policiers. Fille elle-même d'un père officier de l'armée française et épouse du chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, elle a reçu de ses sœurs une tenue d'officier qu'elle a endossée avec fierté. Elle a aussi été gratifiée d'un bel hommage dit par 2 enfants de troupe, majors de leur classe. Oui, femme vertueuse, qui lutte chaque jour pour transformer nos larmes en joie. À toi, femme aux yeux inspirateurs, de courage, de force et d'abnégation. Aujourd'hui, en cette fête des mères, nous te célébrons. S'exprimant à son tour, la Première Dame a traduit de vive voix sa solidarité à l'endroit des épouses des corps habillés, souhaitant aussi une bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Je tiens à vous en remercier et vous féliciter pour l'engagement dont vous faites preuve, ainsi que pour tous les sacrifices que vous consentez
au bénéfice de la nation ivoirienne. Mes chères sœurs, c'est parce que j'ai foi en vous et en votre capacité à entreprendre que je mets à votre disposition dès ce jour, dans les microfinances partenaires, une enveloppe du FAFSI de 400 millions de francs CFA, répartis comme suit. 200 millions pour les épouses de militaires, 100 millions pour les épouses de gendarmes et 100 millions pour les épouses de policiers. Mes chères sœurs, mesdames et messieurs, je voudrais pour terminer souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'émets le vœu que chaque maman soit épanouie et heureuse, entourée de sa famille et de ses proches pour cette occasion. Bonne fête des mères à toutes mes sœurs, je vous remercie. Et c'est par un beau défilé exécuté dans la tradition militaire par les épouses des militaires, gendarmes et policiers que la fête s'est achevée. Les femmes incarcérées ont elles aussi eu droit à un rayon de bonheur pour la fête des mères. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est rendue à leur côté à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Isaïo. Yopougon, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, ce vendredi 25 mai, jour choisi par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité pour rendre visite aux femmes incarcérées. Elle y était les mains chargées de cadeaux à l'occasion de la fête des mères célébrée ce dimanche. Cette visite saluée par les autorités pénitentiaires a été l'occasion pour ces femmes incarcérées d'exposer leurs difficultés. Nous sommes mères, grand-mères, femmes au foyer, le nœud d'une famille. Et nous sommes là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans de détention ou de prévention en cabinet. Et nous sommes, j'ose croire même que nous sommes oubliés. Parce que dès qu'on a été reçu le premier jour par le juge pour dire qu'on nous met sous mandat de dépôt, dont nous ne savions même pas la signification, et que nous nous sommes retrouvés ici, il y en a qui n'ont plus jamais été appelés pendant des années. C'est triste, c'est déplorable, ça fait pitié. Les femmes et les hommes qui ont dit, pour une première fois, on voit une femme ministre venir nous saluer. C'est déjà important. C'est un réconfort moral pour le personnel d'abord et puis pour les détenus. En retour, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a promis mettre tout en œuvre afin que des solutions soient trouvées. J'ai écouté ces femmes. Pour la plupart, pour ne pas dire l'ensemble, elles souhaitent être mises en liberté. Certaines souhaitent être jugées. Certaines vivent avec leurs enfants ici. Certaines sont en grossesse, d'autres sont malades. Et donc chacune a exposé des faits d'escroquerie, des faits de crime, etc., etc. Donc au cas par cas, ces situations seront analysées, examinées en rapport avec le ministère de la Justice. Et puis nous allons leur revenir très bientôt. La MACA compte 200 femmes incarcérées sur plus de 6000 pensionnaires. Pour dire tout leur amour à maman, les tout-petits en classe de maternelle ne sont pas à court d'idées. En papier, en tissu ou encore en ruban, des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes sont modelées par ses petits doigts. Patricia Omoetia a assisté à un atelier spécial cadeau pour maman dans une école de la commune du Plateau. Le plaisir de la fête des mères pour les enfants, c'est aussi le secret qui entoure la fabrication de leurs cadeaux. En matière de bricolage pour la fête des mères, le portrait et le cadre photo personnalisé sont une référence cette année. À la maternelle, l'imagination est reine avec collage et dessin et aussi avec le poème à réciter. Ma main est une fleur, mais dans son 5 pétales. Et je veux savoir si ma maman m'aime beaucoup, un peu, tendrement, à la folie, pas du tout. Oh toi la vilaine fleur, car moi je sais que ma maman m'aime de tout son cœur. Bonne fête maman chérie.
Le fait pour un enfant de faire avec ses doigts de la gouache et un peu de carton ou de crépon un cadeau pour sa mère permet d'établir un contact enseignant-parent, voire une complicité. Ensemble, nous avons fait le travail et les enfants nous ont aidés à faire le collage, la décoration. C'est une joie pour les mamans, une grande joie pour les mamans, parce que nous sommes honorés par nous-mêmes, nos enfants. Du côté des parents, on est globalement très favorable aux petits cadeaux fabriqués en classe. Les bons moments, je suis très heureuse. Oui, ça me plaît, c'est très joli. Événement important, ambiance spéciale. Les enfants sont détendus. Ils ont à cœur d'offrir à leur maman un cadeau à l'occasion de la fête des mères. Il est important pour eux de faire ce geste symbolique qui leur permet de donner en retour pour tout ce qu'ils reçoivent au quotidien de leurs parents. Demain dimanche, la fête des mères, la rédaction de RTI 1 souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Dans le domaine de l'économie, avoir un œil en permanence sur le marché, déceler les pratiques anticoncurrentielles, c'est toute la mission assignée à la commission de la concurrence. Composée de 10 membres, elle a été installée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Ils sont issus du monde universitaire, de la société civile, de la justice et des grands groupements professionnels. Les 10 membres de la commission de la concurrence qui viennent d'être officiellement installés mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui leur incombe. Les défis de la commission de la concurrence sont importants. Ils s'étendent du simple examen des questions relatives à la concurrence entre acteurs économiques aux recommandations que la commission de la concurrence se doit de faire à Monsieur le ministre du Commerce en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés. Sécuriser l'environnement des affaires, mais également contribuer à la lutte contre la vie chère. Telle est la mission qui incombe à la Commission de la concurrence. En 2017, pour traiter le ressenti des populations face au renchérissement du coût de la vie et prendre des mesures de lutte contre la vie chère, le gouvernement a décidé de renforcer les capacités de la Commission de la concurrence à l'effet de lui permettre d'assurer pleinement sa mission générale de surveillance du marché. L'installation de cette commission vient s'ajouter à l'ensemble des mesures adoptées par le gouvernement ivoirien pour encourager le secteur privé dans la création de richesses. La mise en place de la nouvelle commission de la concurrence devra renforcer ses acquis en contribuant à démontrer au quotidien la capacité du gouvernement à réguler la concurrence, la sincérité et la conformité des pratiques commerciales, à prévenir toutes les formes de pratiques anticoncurrentielles et ainsi à rassurer les investisseurs sur la sécurité des investissements en Côte d'Ivoire. Tout en leur affirmant la confiance du gouvernement, le Premier ministre a encouragé les membres de la commission à travailler dans le strict respect de leur mandat et des règles qui régissent la concurrence. Vous devez continuer d'entretenir et de consolider par la pertinence et la justesse de vos décisions cette confiance des investisseurs qui chaque jour traduisent leur intérêt pour notre pays en y investissant d'importants capitaux. Autorité administrative indépendante, la Commission de la concurrence peut être saisie par tout opérateur économique qui estime que le jeu de la concurrence n'a pas été respecté. La Commission émet des avis au gouvernement et prononce des sanctions administratives et pécuniaires. La nouvelle problématique de la carte nationale d'identité ivoirienne est la sécurisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Ces questions ont fait débat à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté le registre national des personnes physiques, un vaste programme informatique pour donner à chaque personne un numéro unique. Gabriel Zani. Lors de la séance de questions orales et débats organisée par l'Assemblée nationale, le député maire de Fresco, à l'origine de cette rencontre, n'est pas passé par 4 chemins pour poser ces questions. Aucun chiffre officiel n'est connu quant au nombre exact d'attestations d'identité en circulation et encore moins le nombre d'Ivoiriens qui en possèdent. Le gouvernement se rend-il compte d'un gros manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire? Pourquoi le gouvernement soutient-il la délivrance des attestations d'identité alors que légalement, dès l'âge de 16 ans, tout Ivoirien a droit à une carte nationale d'identité? Qu'attend le gouvernement pour autoriser l'établissement des cartes nationales d'identité aux nouveaux demandeurs, dont certains, selon nos informations,
sont en attente depuis plus de 24 mois. Pour lui, il y a lieu de poser les problèmes liés à l'état civil ivoirien, vu les discontinuités observées dans la délivrance des cartes nationales d'identité, afin que le gouvernement rassure les élus du peuple. Cependant, la séance est devenue informative, voire explicative, quand le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a dévoilé l'innovation de l'état civil ivoirien en préparation par le gouvernement. Le registre national des personnes physiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Il s'agit d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associe à chaque citoyen vivant en Côte d'Ivoire un numéro national d'identification. En effet, le gouvernement dispose d'un plan pour renouveler les CNI dont la validité expirera en 2019. Toutes les personnes qui sont concernées ont déjà leur biométrie dans la base de données de l'ONU. Il s'agit simplement de les actualiser. Et pour l'actualisation, les 7 millions de personnes détentrices de cartes nationales d'identité vont se soumettre à une procédure qui n'est pas la même chose que celle des nouveaux demandeurs. Le diagnostic de l'état civil ivoirien est sans appel selon l'émissaire du gouvernement. Le pays ne dispose pas de registre qui centralise les données de vie, qu'elles soient alphanumériques ou biométriques. Le registre national des personnes physiques est donc la solution. Mais reste la faisabilité du projet dont le décret de création a été pris le 9 mai dernier. Je suis en partie satisfait. Maintenant, attendons à la pratique. Il s'agira pour chaque Ivoirien de figurer dans cette base de données. C'est le début de la sécurisation de notre état civil. Il y a un chronogramme, la durée est de 2 ans. Notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de hic, que ce chronogramme soit respecté et que surtout, avec la mise en place de cet outil-là, tous les Ivoiriens pourront avoir leur carte nationale d'identité. 2018-2019 constituent les périodes charnières de la mise en place du RNPP, dont les nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil sont en expérimentation dans les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. Le démarrage effectif du RNPP est prévu en septembre prochain. Les membres du Conseil constitutionnel se sont rendus hier vendredi à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au nombre de 6, ils y ont procédé à la déclaration de leur patrimoine pour les uns en début de mandat, comme Jacqueline Lowes-Oble, et pour les autres en fin de mandat, comme Sarasoro Hyacinthe Kabogo. Ils se disent heureux et fiers d'avoir participé à cet exercice de transparence. Le secrétariat national au renforcement des capacités a diagnostiqué et évalué les insuffisances en matière de renforcement de capacités nationales. Les résultats de l'étude ont été présentés et validés. Moussa Konaté. Le secrétariat national au renforcement des capacités veut mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire un instrument de coordination en matière de renforcement des capacités. Objectif, permettre au pays de disposer des capacités requises pour atteindre l'émergence. Une étude a donc été menée afin d'identifier les besoins en matière de renforcement des capacités. Et l'étude s'est basée sur plusieurs outils de développement dont s'est dotée la Côte d'Ivoire. Il y a en premier lieu le plan national de développement, le premier plan de 2012 à 2015 et le plan 2016-2020. Mais il y a également les programmes d'action prioritaires du gouvernement et l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040, Côte d'Ivoire à l'horizon 2040. Donc c'est l'ensemble de ces documents qui ont été passés en revue. L'étude vient d'être validée avec le concours des experts issus de différentes institutions, mais des insuffisances sont à noter. Il a été noté, par exemple, que les fonctionnaires réchignent quelquefois à travailler à l'intérieur du pays compte tenu de la précarité des conditions de vie dans certaines zones du pays. Et justement, pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail des agents publics, des agents privés et de leurs familles à l'intérieur du pays, il faut bien donner suffisamment de pouvoir aux collectivités territoriales que sont les communes, que sont les régions pour améliorer les conditions de vie de leur population, pour rendre justement ces zones attractives. Donc ce sont autant de questions qui ont été soulevées. Cette étude sur les besoins de renforcement des capacités a bénéficié du soutien financier et technique de la BAD, Banque africaine de développement.
Le groupement des importateurs de produits alimentaires congelés de Côte d'Ivoire veut réduire les intermédiaires dans la chaîne de commercialisation du poisson et aussi de la viande congelée. Ceci pour permettre aux consommateurs d'avoir ces produits au prix les plus abordables. Ils ont eu une rencontre avec le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Jean-Luc Mangbo. Port des pêches à Trècheville. Une quinzaine de sociétés agréées exercent ici en qualité d'importateurs de poissons congelés. La société d'Ibrahim au maïs est l'une des plus importantes de la zone. Il reçoit chaque jour des centaines de clients. 19 000, maintenant c'est devenu 20 000. Un moment c'était 25 000. Actuellement c'est combien? 2 jours là on a fait 20 000. Adjana Mizata, en violet, est grossiste. L'un des plus gros clients d'Ibrahim, mais également son relais auprès des revendeuses. La principale pomme de discorde ici, le prix du poisson. Et Ibrahim est bien souvent obligé de jouer les professeurs d'économie. Le prix peut changer aussi parce que le prix se négocie en dollars. Quand le dollar là, ça monte, lui il change son prix. Quand le dollar descend, vous sentez ici que c'est moins cher. Bien qu'importateur et principal fournisseur des grossistes, Ibrahim vend directement aux détaillants. Le prix du grossiste et du détaillant n'est pas le même, ce qui permet toujours aux grossistes de s'en sortir et aux détaillants aussi de s'en sortir. Nous n'avons pas bloqué les petits et nous n'avons pas non plus permis aux grands de continuer leur activité. Ça fonctionne pour les deux. La vente directe au consommateur final, une pratique qui accourt également chez les importateurs de viande congelée comme Fawaz Maher. Objectif, permettre au consommateur final d'avoir son produit au meilleur prix. Un carton de rognon de bœuf d'origine brésilienne, il vous revient à peu près en levant en général au grossiste à 9 500 pour un poids de 13,6 kg. Maintenant, le grossiste, quand il va le détailler chez lui, il va le revendre au minimum à peu près à 12 ou 13 000 francs. La vente directe au consommateur final par les importateurs, la question était au centre d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la commercialisation du poisson et de la viande congelée importée, organisé à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Chaque métier est soumis à agrément. Vous voulez être importateur, vous prenez un agrément d'importateur. Vous voulez être grossiste, vous prenez un agrément de grossiste. Vous voulez être détaillant, vous prenez un agrément de détaillant. Ce qui est important pour nous, c'est que l'ensemble des règles de concurrence soient respectées. Ce qui est important, c'est que effectivement le consommateur puisse bénéficier du meilleur prix possible. Initiateur de cet atelier, le groupement des importateurs de produits alimentaires congelés de Côte d'Ivoire, JPAXI, souhaite ainsi informer les différents acteurs sur le système de commercialisation, mais également promouvoir les bonnes pratiques commerciales dans ce secteur. Un secteur comme celui-là, il est un secteur très concurrentiel. Donc il était bon que l'information soit donnée un peu à tout le monde, pour que tout le monde, une fois en possession de cette information, puisse exercer son activité. L'importation de viande et de poissons congelés représente 25% des importations globales en Côte d'Ivoire, pour 82 milliards de francs CFA de recettes douanières réalisées entre 2012 et 2014. En 2017, il a été enregistré 321 000 tonnes de poissons congelés importés et 111 000 tonnes de viande congelée importée. On s'intéresse à la culture avec là aussi une musique très en vogue dans la région du Moronou. On trouve plusieurs groupes de ce genre musical dans une douzaine de villages, notamment le groupe Aoussi Ngoïnou qui est crédité de nombreux voyages à l'étranger et aussi de nombreux succès ici en Côte d'Ivoire. Leurs chansons retracent le pittoresque et l'art de vivre dans le Moronou. C'est un dossier signé Eugène Atoubé. Dans la sous-préfecture de Bateau, ils font la fierté de leur village. Ces hommes et femmes forment à ce jour le seul groupe musical grâce auquel Ngoïnou est reconnu comme l'une des localités phares qui soutiennent l'existence de l'Aoussi dans la région du Moronou. L'Aoussi est notre carte d'identité internationale. Jamais un week-end sans déplacement pour l'Aoussi de Ngoïnou. Notre rencontre avec les membres du groupe coïncidait avec leur retour de voyage. La veille, ils étaient en prestation dans un village voisin. C'est toujours ainsi. Événements heureux ou malheureux, ils sont invités à s'y associer pour apporter la note musicale et artistique.
Les gens nous ont beaucoup critiqué, que le groupe est tombé. Et les gens pensaient que le groupe était mort. C'est la signification de Yamayonso. Nous sommes relevés. Nous avons eu plein de relations. Et nous avons voyagé beaucoup. Presque toute la Côte d'Ivoire. Et partout où on passe aussi, notre nom reste là-bas. L'histoire de Laoussi de Ngoïnou commence en 2007. Cette année-là, le groupe sort un premier album avec beaucoup d'optimisme. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Les années passent. 2 femmes vont intégrer le groupe. C'est pas facile. Parce que, bon, quand tu es dedans, bon, souvent les gens disent, bon, soit tu ne peux pas te marier, tu es parmi les garçons. 2015, enfin, le succès national. Là aussi, le Ngoïnou remporte un prix au Festival des Arts et de la Culture à Bouaké. L'année qui suit, une invitation au Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Le groupe représente la région du Moronou. Tout Ngoïnou s'extasie devant cette réussite. Le groupe, désormais renforcé par des présences féminines, devient l'orgueil du village. Les chants qui donnent, c'est bon, au pays Akan, c'est on peut dire des proverbes qui nous donnent à travers les chants. La chanson que j'ai aimée dans la Laoussi, c'est Via Mamé. C'est une chanson qu'on chante, ça éveille tout le monde. C'est un truc qui a été créé par les Agnis. Si Laoussi plaît, séduit et touche jusqu'à émouvoir, c'est par la force de la parole chantée. Le groupe du village de Ngoïnou s'inscrit dans ce registre. Et si la musique adoucit les mœurs, comme on le dit, la littérature, elle, permet de s'ouvrir sur le monde. Nous recevons ce soir le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. Il s'agit de Seydou Gounia, lauréat pour cette année, avec son livre Toutankhamon, l'enfant pharaon. Avec lui, nous parlons de comment assurer la relève de la littérature ivoirienne. Rebonsoir, Monsieur Gounia. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de notre page culture. C'est moi qui vous Alors, je le disais, vous êtes le lauréat cette année du prix du jeune écrivain. Qu'est-ce que ça suscite en vous d'avoir reçu ce prix? J'ai ressenti beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté. Et pour moi, pour ma famille, bien entendu, pour ma maison d'édition Les Classiques Ivoiriens. Ce prix m'engage en tant que lauréat à œuvrer pour la promotion du livre, pour la promotion de la lecture, surtout auprès des plus jeunes, des lycéens et des collégiens. Et j'espère pouvoir promouvoir ce bel outil que représente le livre. Est-ce que vous pensez que la littérature ivoirienne a encore de beaux jours devant elle? Mon avis est que l'avenir de la littérature ivoirienne est assuré parce qu'il y a de nombreux jeunes auteurs qui ont fait leurs armes, qui continuent de travailler. Certes, il existe de nombreux défis à relever. Le défi, par exemple, de la formation, de la rigueur dans l'écriture. Le défi aussi de l'engagement, parce que l'écrivain doit être la voix du peuple. Donc, nous allons revenir à ces défis, mais déjà on va parler de Toutankhamon, l'enfant pharaon, le livre qui vous a permis donc de remporter le prix du jeune écrivain. Il retrace l'histoire d'un jeune pharaon qui est devenu célèbre après sa mort. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'écriture de ce livre? L'histoire se passe quand même assez loin, en Égypte. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Toutankhamon est révélateur d'une grande histoire, d'une magnifique histoire, celle de la civilisation égyptienne de l'Antiquité. Toutankhamon résout 2 problèmes. D'abord, le premier problème, c'est qu'il clôt le débat sur la race des Égyptiens de l'Antiquité. Avec Toutankhamon, surtout avec les dernières analyses qui ont été faites, Toutankhamon, on a découvert qu'il avait, à travers l'analyse de sa momie,
Il avait Il avait des pouvoirs particuliers? Oui, des pouvoirs particuliers, mais surtout, on a découvert qu'il avait des, comment on appelle ça? Des caractéristiques. Des caractéristiques. Bon, il avait le paludisme, mais surtout, il était drépanocytaire. Des maladies que nous connaissons en ce moment. Et une maladie, une affection qui touche généralement les Noirs. Alors comment vous avez fait pour déjà vous documenter sur cette histoire et pour pouvoir la retranscrire dans un langage qu'on peut comprendre parce qu'il est adressé aux plus petits, à des enfants, et c'est une histoire qui n'est pas proche de notre quotidien? Comment cela s'est passé? Bon, c'est à travers la lecture. C'est pour cela que nos efforts vont toujours vers les jeunes pour les sensibiliser à lire. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis documenté, et par la suite, cette histoire, en fait, elle est surtout pour une tranche d'âge qui part peut-être du secondaire. Voilà, parce que l'histoire a plusieurs dimensions, historiques, politiques, sociologiques. Voilà. D'accord. Alors nous le disions tout à l'heure, nous parlons aussi ce soir de l'avenir de la littérature ivoirienne. Nous allons donc suivre un sujet signé Franck Quadio sur la question justement, et puis on se retrouve tout juste après. La littérature ivoirienne, elle fut portée au vent par les plumes averties. Années 40, Bernard Dadier, puis 1950, Michel Miezan, Jean Dodo, Charles Nocan et Akeloba, Amondabi, et après, Jean-Marie Adiafi, Zadi Zaourou. Puis arrive une période creuse, faible production ou désintéressement du public. Le défi est à relever par la nouvelle génération qui souffre depuis plusieurs années de la comparaison avec les anciens. La nouvelle génération est prolixe. Nous publions également les jeunes, nous avons publié des plus jeunes, des moins de 30 ans également, nous avons publié. Mais nous constatons que dans l'ensemble, la plume des jeunes auteurs n'est pas assez profonde. Aujourd'hui, c'est vraiment que nous retrouvions le talent, parce que l'écriture c'est un art, la littérature est un art, que nous retrouvions le talent des Zadi Zaourou, des Ousmane Samben, des Seydou Badian Kouyaté, qui faisait que nous, élèves, on ne nous séparait pas de nos livres parce que c'était tellement bien écrit que quand on commençait, on voulait lire jusqu'au bout. Et pourtant, la matière résiste. Une industrie du livre qui se révèle aidée par moteurs et réseaux sociaux, la possibilité de s'exprimer de plus en plus en ouvrage collectif et de nombreux prix et espaces littéraires créés. En 2013, par exemple, était révélé Yeni Djidji Rosine Kwaku Fonon. Puis l'année suivante, Essie Kelly en 2018, avec le style de nouveaux auteurs, sont mis sous les projecteurs. Mais pour beaucoup, il y a le pari de la pérennité dans un espace littéraire de plus en plus exigeant et nostalgique. Car aujourd'hui, la question demeure, quelles sont les recettes pour mieux garantir la relève de la littérature ivoirienne? La question donc reste posée, quelles sont les recettes? Mais déjà, qu'est-ce qui a donné à Seydou Gounia le goût d'écrire? D'abord, c'est la lecture. Quand vous lisez régulièrement, évidemment, le goût de l'écriture vous arrive aussi. Donc, je crois que la lecture est la base de tout écrivain. Voilà. Puisque vous disiez tout à l'heure que c'est la lecture qui vous a permis également d'écrire cette œuvre tout en camant, d'avoir les différentes informations. Et qu'est-ce que vous pensez que la littérature ivoirienne peut devenir en tant que lauréat d'un prix aussi prestigieux? Pour moi, la littérature ivoirienne est sur de bons rails. Récemment, Etima, qui est revenu de Paris Livre, avec un prix des correspondants des associations. De nombreux auteurs ont reçu encore des prix internationaux tels que Tano Lora, Fatou Keïta. C'est la preuve que notre écriture, notre littérature est dynamique. Et je crois que la jeune relève aussi, en train de faire son effort pour pouvoir s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette dynamique-là. Alors cette jeune relève dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'on pourra en sortir des grands noms avec des grands ouvrages comme on a vu avec les Bernard Dadier, avec la Madou Kourouma ou encore les Jean-Marie Adiafi? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette jeune relève soit boostée? C'est le travail. Il y a un travail de formation, il y a un travail de rigueur, comme je disais tout à l'heure. Et puis vous évoquiez des pionniers qui ont jeté les bases de notre littérature. C'était des écrivains d'une époque. L'époque de l'engagement. Mais nous aussi, notre société est en face à des difficultés, à des problèmes. Donc nous aussi, nous devons être la voix de notre peuple. Voilà.
D'accord, vous pensez que c'est ça la recette pour permettre à la littérature ivoirienne d'aller de l'avant? Oui, la formation, l'écoute, parce qu'on ne peut pas tirer une œuvre si on n'est pas dans une société. Nos œuvres doivent refléter notre identité. Voilà, donc je crois que les efforts que nous aurons à faire pour tendre vers les actions des pionniers sont des efforts forcément qui vont relever la littérature ivoirienne. Merci Monsieur Gounia, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Je le rappelle, vous êtes le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. Merci à tous de nous avoir suivis. Très très bon week-end et bonne fête à toutes les mamans.